Parler du vivant pour sauver ce qu'il en reste, c'est l'ambition de notre génération. Dans ce podcast, je donne la parole aux acteurs du changement. Ceux qui croient et agissent en faveur d'une transition écologique et sociale. Ceux qui brisent les codes et créent la société de demain. Je m'appelle Laurie, je suis l'hôte d'Épicéa et j'espère que ces conversations révéleront en vous le chemin du possible. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à donner une note sur Apple Podcast ou Spotify et à le partager sur les réseaux sociaux ainsi qu'à vos proches. Et maintenant, je laisse place à l'épisode. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose un épisode un peu différent des autres. Dans cet épisode, on va découvrir ce qu'est le commerce équitable sous toutes ses coutures, mais plus particulièrement au travers des yeux de Sophie Aujean, directrice du plaidoyer chez Fairtrade International. Sophie va nous raconter comment le commerce équitable change littéralement la vie des producteurs et productrices. J'espère que tout cela vous plaira. Bonne écoute! Bonjour Sophie, bienvenue sur le podcast. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Bonjour et merci beaucoup pour l'invitation. Ça me fait très plaisir. Alors pour commencer, je te propose de te présenter en quelques mots, tout simplement. Oui, donc je m'appelle Sophie, je suis directrice du plaidoyer mondial à Fairtrade International. Et puis plus largement, je me considère comme une activiste des droits humains. J'ai travaillé dans plein d'ONG différentes, dans plein de secteurs différents. Et là, ça fait 6 mois que je travaille pour Fairtrade International. Waouh, déjà. Alors, on va faire un tout petit peu marche arrière parce que tu viens de me dire que tu avais bossé pour différentes ONG. Quelles étaient ces ONG et aussi pourquoi avoir finalement choisi Fairtrade pour travailler maintenant? Alors, en fait, ma toute première cause, c'était sur les sans-papiers quand j'étais étudiante en France. Puis après, je suis partie vivre en Tunisie pour faire une année un peu genre Erasmus. Et là, le fait de vivre dans une dictature, j'ai commencé à plus m'intéresser vraiment aux droits humains purs. Et donc après, j'ai fait un master en droits de l'homme. Et après, j'ai bossé bénévolement pendant 13 ans pour Amnesty International Belgique sur les droits humains en Tunisie, en Syrie et au Liban. Et puis, parallèlement, ça a été compliqué de trouver du boulot dans des ONG. Mais finalement, j'y suis arrivée après plusieurs autres expériences. Et j'ai bossé pendant 7 ans sur les droits des personnes LGBTI. Après, j'ai bossé pendant 4 ans sur l'accès à l'eau, l'hygiène et l'assainissement dans les pays en voie de développement. Et puis, voilà, là, ça fait 6 mois que je suis à Fairtrade. Et du coup, pourquoi Fairtrade? Pour continuer ta lancée de droits humains, j'imagine. Ouais, alors en fait, vraiment à Fairtrade, ce que je trouve super intéressant, c'est que ça permet de travailler sur plein de sujets différents, que ce soit les questions de genre, les questions de changement climatique, de système alimentaire. Et aussi, ce que j'aime bien, c'est que dans mon boulot précédent, je travaillais vraiment sur les questions d'aide au développement, en fait. Ce que je trouvais des fois un peu frustrant, c'était tout le temps d'être en train de quémander plus d'argent, en fait, pour des fournitures en eau potable, assainissement, etc. Et là, ce que je trouve vraiment excitant, en fait, avec Fairtrade, c'est l'idée qu'en fait, on demande pas que de l'aide au développement. On demande que les gens puissent vivre de leur boulot, en fait. Et voilà, je trouve ça beaucoup plus enthousiasmant, en fait. Et puis, c'est aussi tout cet aspect des systèmes alimentaires, en fait, où c'était quelque chose qui m'intéressait depuis longtemps, où je me disais, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, en fait, dans notre système. Donc ça m'intéressait aussi beaucoup. Et puis voilà, encore une fois, vraiment, c'est ce mix de plein de sujets dont on parle beaucoup en ce moment, et de se dire, le commerce équitable a vraiment une contribution à donner à tous ces sujets sur l'égalité des genres, le climat, l'agriculture, toutes les questions de durabilité, droits humains, droits des enfants. Enfin, c'est plein de thèmes sur lesquels on travaille, mais ensemble, en fait. On les articule vraiment ensemble, et c'est ça qui m'a donné envie. Je comprends tout à fait. Tu dis justement que Fairtrade travaille évidemment sur le commerce équitable, mais est-ce que tu peux me définir en quelques mots quelle est la genèse de Fairtrade, pourquoi c'est né et ce que fait Fairtrade de manière générale? Alors peut-être juste, donc, sur le commerce équitable en général, pour moi, c'est avant tout un mouvement. Enfin, ça a été un mouvement de même précurseur déjà, je crois, dans les années 20. On parlait peut-être pas de commerce équitable, mais voilà, il y avait des gens qui déjà
se disait qu'il fallait vraiment que les producteurs puissent avoir un revenu plus rémunérateur, et puis aussi rapprocher les producteurs des consommateurs. Enfin, moi, ce que j'aime bien, c'est cette idée que vraiment, puisque le commerce vraiment dirige le monde, si on change la manière de laquelle on fait du commerce, on peut vraiment changer le monde. Alors bon, comme ça a l'air Ça a l'air facile. très présomptueux. Mais en fait, je trouve que c'est vraiment ça l'idée, en fait. C'est de donner aux moyens aux producteurs de vivre de leur travail, en fait. Et aussi, je trouve qu'en ce moment, il y a quand même les gens sont quand même plus intéressés de plus en plus de savoir comment a été fait leur nourriture, d'avoir plus de transparence, plus de traçabilité. Et ça, c'est vraiment ce que permet le commerce, enfin le commerce équitable et Fairtrade International en particulier, quoi. Waouh. Fairtrade International, du coup, qu'est-ce que ça fait concrètement? Voilà, je suis une productrice, je viens vous voir, vous venez me voir, qu'est-ce que vous me proposez? Voilà, comment ça marche pour un bénéficiaire, on va dire, de Fairtrade International, un producteur ou une productrice? Alors, de la manière de laquelle on est structuré, on a 3 réseaux de producteurs au niveau régional. Donc, il y en a un en Amérique latine, qui s'appelle CLAC, un en Asie-Pacifique qui s'appelle NAP, que je suis allée visiter la semaine dernière, et un en Afrique qui s'appelle Fairtrade Africa. Je suis allée les voir au mois de février, donc ça c'est vraiment hyper chouette, je pourrais raconter plus tard. Et donc en fait, ces réseaux de producteurs rassemblent alors des réseaux qui sont soit par produit, soit par pays. Donc voilà, typiquement on travaille, on peut avoir des réseaux, je ne sais pas, sur la banane, le café, le cacao, etc., ou des réseaux par pays, qui eux-mêmes rassemblent des organisations de producteurs. Et donc, en fait, c'est ça l'échelon qui nous intéresse vraiment, c'est les organisations de producteurs. Alors, ensuite, on a aussi des organisations nationales membres, on va dire, dans les pays consommateurs, pour faire très réducteur, dont le rôle est de trouver des débouchés. Donc, par exemple, Fairtrade Belgique. En Belgique, leur rôle est de trouver, alors c'est pas uniquement ça, c'est aussi de faire de la sensibilisation, etc. Mais principalement quand même, c'est de trouver des débouchés pour les produits par nos organisations de producteurs. Et donc, eux vont se mettre en contact avec, par exemple, les marques en Belgique, avec les supermarchés, pour leur proposer ces produits produits par des producteurs certifiés Fairtrade, quoi. Donc, en fait, comment fonctionne la certification? On a un certain nombre de standards. Et donc, on a en gros 3 catégories de standards sur l'environnement, sur, on va dire, les droits sociaux et économiques. Une fois que les organisations de producteurs sont certifiées Fairtrade, ça prend quelques temps d'en arriver là, on a un organisme d'audit qui s'appelle Flowcert, qui va à chaque fois vérifier qu'ils respectent bien les standards. Et à partir de ce moment-là, nos organisations membres dans les pays consommateurs peuvent dire, voilà, on a telle organisation de producteurs qui fait du cacao au Ghana, et ils vont essayer de trouver des débouchés en Belgique, par exemple. Ok, super. Et donc, du coup, qu'est-ce que ça change pour moi, productrice? Je ne suis pas productrice, mais si je me mets dans la peau d'une productrice, qu'est-ce que ça change pour moi de rejoindre Fairtrade? Qu'est-ce que vous allez faire pour un producteur, une productrice? Alors, il va y avoir des avantages et puis il va y avoir des choses aussi que je ne vais pas appeler des inconvénients, mais qui sont un peu plus compliquées, évidemment, parce que vu qu'ils vont être certifiés, ça veut dire qu'ils vont devoir changer certaines choses dans leur pratique. Donc, par exemple, je ne sais pas, si on prend sur l'environnement, ils vont devoir faire plus attention à leur usage de l'eau, mieux faire attention à l'usage des pesticides, protéger l'utilisation des sols. Ça veut dire aussi, par exemple, peut-être qu'ils vont devoir adopter une politique sur l'égalité des genres, sur le harcèlement sexuel. Maintenant, de plus en plus, on parle beaucoup de devoir de vigilance en termes de droits humains et environnement. Donc, ça veut dire aussi respecter des standards dans ce domaine, sur la déforestation. Bref, il y a aussi des responsabilités qui vont avec. Bien sûr. Et ça, on en est très conscient parce qu'on sait que pour les producteurs, c'est loin d'être facile, surtout pour des gens qui sont déjà toujours à la limite du seuil de pauvreté. Et ça, il faut vraiment en être bien conscient. Ce qu'on demande aux producteurs... c'est pas évident. Et donc, du coup, c'est d'autant plus important
En fait, j'ai envie de dire pour les consommateurs de soutenir ces efforts en achetant Fairtrade parce que c'est vraiment beaucoup d'efforts qui sont mis en place. Mais donc voilà, ils font ces efforts, ils sont certifiés. Qu'est-ce que ça veut dire de l'autre côté? Qu'est-ce qu'ils reçoivent? Il y a tous, comme j'ai expliqué, cette recherche de débouchés pour leurs produits. Donc voilà, et ce qu'ils reçoivent, c'est un accès au marché. Et par ailleurs, dans plein de domaines, des formations. Donc notamment là, par exemple, on vient d'adopter une politique avant la fin de l'année dernière sur l'agriculture durable qu'on va mettre en œuvre dans les mois à venir. Et le principal angle de cette politique, c'est l'agroécologie. L'agroécologie, moi, je trouve que c'est vraiment le futur, en fait, c'est l'avenir. Mais encore une fois, c'est loin d'être évident, en fait. Ce qu'ils vont recevoir, notamment, c'est des formations. Alors, par exemple, on va, via des projets, les aider à améliorer leur système d'irrigation, la reforestation, tout ce qui est agroforesterie. Là aussi, ça demande des connaissances assez techniques. Tout ce qui est adaptation au changement climatique. Enfin, voilà, il y a plein de programmes qu'on va mettre en œuvre pour les aider à adopter des techniques de production plus durables. Mais après, ça va aussi plus loin que ça. Ça va être, par exemple, sur tout ce qui est genre, on a ce qu'on appelle Women's School of Leadership. Et là, l'idée, c'est d'aider les femmes à pouvoir prendre plus de contrôle, notamment en devenant plus expertes sur les questions de gestion, d'administration, parce que ça, c'est hyper important, en fait. Souvent, les femmes, elles n'ont pas accès à la propriété et de ça découle énormément d'obstacles. Quand tu dis les femmes, c'est les femmes productrices? Les femmes agricultrices, oui. Tout à fait. Souvent, elles n'ont pas accès à la propriété, ce qui veut dire qu'après, elles ne peuvent pas vraiment être membres de coopératives, ce qui veut dire aussi qu'elles ne peuvent pas avoir accès au crédit, ce qui veut dire qu'elles peuvent aussi pas non plus avoir accès aux formations. Et donc, du coup, là, on met en place plein de programmes pour vraiment faire en sorte que les femmes puissent avoir plus de pouvoir, en fait. Plus de pouvoir parce qu'elles auront plus de savoir sur tous ces aspects-là. Donc voilà, c'est le plus important pour moi dans ce qu'on apporte. C'est peut-être une chose que j'ai oubliée qui est hyper importante aussi, c'est le soutien à des organisations de producteurs qui soient fortes, qui soient robustes, qui soient démocratiques et qui puissent peser aussi. Ça, c'est sans doute un des éléments les plus importants dans notre impact, en fait. C'est le fait qu'on a des organisations de producteurs qui sont vraiment consolidées et qui puissent après être en position de force dans les négociations. Et puis, alors en fait, le plus évident, c'est tout ce qui est le prix et la prime, en fait. J'allais parler de ça, le salaire, exactement. Ouais, donc c'est-à-dire qu'avec Fairtrade, il y a un prix minimum qui, s'il est évidemment plus bas que le cours du marché, ça va être le cours du marché qui va s'appliquer. Mais sinon, ça protège de la volatilité. Donc, s'il est plus haut, c'est le prix minimum Fairtrade qui s'applique. Et donc, du coup, ça protège vraiment les producteurs. Ça leur donne un espèce de filet de sécurité. Donc, ça, c'est vraiment essentiel. L'autre aspect que les gens connaissent moins souvent, c'est la prime. Et ça, c'est un montant qui se rajoute, en fait, et qui dépend du volume de vente aussi par organisation de producteurs. Et bon, moi, c'est une des choses que j'ai trouvées le plus intéressante dans le système Fairtrade quand j'ai commencé, c'est qu'en fait, cette prime, peut être utilisée dans plein de domaines différents. Là, la semaine dernière, j'étais en Inde et au Sri Lanka. Les producteurs me disaient qu'ils l'utilisaient plutôt vraiment pour améliorer leurs techniques agricole. Mais avant ça, j'avais été au Kenya voir par exemple des producteurs de fleurs, où là, j'ai eu vraiment la chance de pouvoir rencontrer ceux qui géraient justement l'utilisation de cette prime. Et donc, j'ai pu voir vraiment un tableau où ils indiquaient tout ce qu'ils avaient prévu de dépenser pour l'année. Et là, ça allait dans plein de directions différentes. Par exemple, ils ont réussi à créer une école dans le village avec cette prime Fairtrade. Il y avait des projets par rapport au VIH, il y avait beaucoup de projets sur les droits des femmes. Donc, il y a vraiment un aspect aide au développement, mais ce qui me plaît, c'est que c'est vraiment décidé par les producteurs eux-mêmes. C'est eux qui décident de leurs priorités comme organisation de producteurs. Et donc, c'est des priorités qui vont être vraiment au plus près de leurs besoins à eux. Et puis souvent, s'il y a un comité aussi de femmes dans l'organisation, elle va pouvoir influencer, les femmes vont pouvoir dire, en fait, c'est plutôt de ça dont on a besoin. Donc voilà, moi, c'est ça que je trouve le plus attractif dans notre système. C'est vraiment, c'est le prix, évidemment, mais c'est aussi ce système de primes qui permet de faire plein de choses différentes, quoi.
Est-ce que vous voyez un avant-après pour les producteurs et les productrices avant qu'ils rejoignent Fairtrade et après, enfin j'imagine ils ont plus de possibilités financières et ils sont moins précaires. Est-ce que toi, tu as pu le voir ça par exemple, l'évolution des producteurs et productrices? Alors, comme ça fait que 6 mois, non. Bon, clairement, enfin, c'est pour ça que je vais parler au début surtout de cette histoire d'organisation de producteurs plus robuste, parce que c'est quand même souvent ça dont on m'a parlé. C'est cette idée que on a vraiment des standards sur la gouvernance des organisations de producteurs. Et notamment un fonctionnement démocratique. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui semble être hyper important pour les producteurs. Après, moi, ce que j'ai vu, c'est notamment en Afrique, comment la prime avait été utilisée. Et là, c'est clair qu'il y a un avant-après. Enfin, moi, je me souviens très bien, à un moment, on a croisé un monsieur dont la fille avait pu faire des études de médecine parce qu'elle avait été à l'école qui avait été construite grâce à la prime Fairtrade. Et ça m'a vraiment marqué parce que je me suis dit, ah oui, bon, bah, l'impact, il est là, quoi. Et puis évidemment, après, il y a tout le reste vraiment sur l'aspect des techniques agricoles qui soient plus respectueuses de l'environnement. Et ça a après aussi un impact en termes de changement climatique, parce que déforestation veut dire aussi moins de capture de CO2, etc. Donc voilà, l'impact, il est là. Après, très honnêtement, pour que ça continue, il faut vraiment que la consommation de produits Fairtrade continue. Et c'est vrai qu'il y a un léger, disons qu'il y a un léger tassement, je pense, depuis le Covid, en tout cas que j'ai pu observer en parlant avec certains producteurs, quoi. Donc là, il y a vraiment une responsabilité à la fois des entreprises qui achètent des produits Fairtrade et puis des consommateurs de continuer, parce que si on veut que l'impact continue, voilà, il faut que la consommation continue, quoi. Et en termes de volume, du coup, est-ce que vous leur permettez... Est-ce que Fairtrade permet aux producteurs et aux productrices d'avoir une vente plus ou moins constante ou d'être sûr de pouvoir écouler leur stock? Ça, c'est quelque chose pour lequel vous les accompagnez également? On les accompagne, mais encore une fois, ça dépend vraiment de nos partenaires commerciaux. Voilà, clairement, imaginons, je ne sais pas, là, les producteurs de fleurs ou peut-être on va dire de thé, ils vont pas vendre 100%. Alors, 100% de leur production sera certifiée Fairtrade, mais ils vont pas vendre 100% en termes Fairtrade. Ils vont vendre aussi une grande partie en termes conventionnels. Pourquoi ça? Parce qu'il faut leur trouver les débouchés. Ça veut dire qu'ils sont pas capables, je veux dire qu'il n'y a pas assez d'acheteurs pour vendre 100% Fairtrade. Ok. Oui, et c'est pour ça que encore une fois, que je fais cet appel vraiment à consommer Fairtrade, parce que c'est ça qui permet à des producteurs qui prennent la responsabilité de faire des efforts, de mettre des choses en œuvre pour respecter les standards, pour que toute leur production soit 100% Fairtrade. Ça veut dire qu'ils auront payé un juste prix à tous les producteurs, ils auront mis des choses, encore une fois, en termes environnementaux, de droits humains, etc. Mais ils ne vont pas vendre 100% de leur production en termes Fairtrade. Ils vont vendre une grande partie en termes conventionnels. Et si on progresse là-dessus, l'impact est bien plus grand, parce qu'évidemment, leur prime dépend de ce qu'ils auront vendu en termes Fairtrade, pas de ce qu'ils auront produit en termes Fairtrade. J'ai fait un épisode sur l'alimentation durable avec Delphine de Sauvage, et on en parlait justement du fait que depuis le Covid, les gens, la société de manière générale, a vraiment réduit ses dépenses au niveau de l'alimentation, au profit plutôt des loisirs, de l'amusement, parce qu'ils en ont été privés pendant les années Covid. Et ça, du coup, je trouve ça dramatique, en fait, que maintenant, l'alimentation soit un poste dans lequel on tape dès qu'on veut avoir un plus grand pouvoir d'achat sur d'autres postes. Ça montre aussi bien qu'on est que les gens deviennent de plus en plus précaires. Mais je pense que des associations comme Fairtrade, en effet, ont un rôle à jouer par rapport à la sensibilisation. Et ça, c'est des choses que vous mettez en place aussi, d'expliquer aux gens pourquoi c'est important, en fait, de consommer Fairtrade, même pour leur santé, parce que souvent, c'est des produits pour lesquels il y a eu beaucoup plus d'efforts en termes de pesticides, etc., d'utilisation des sols. Donc même pour leur santé, ça a de l'intérêt. C'est quelque chose que vous faites aussi, ça, mettre en avant les bienfaits de la consommation Fairtrade. Oui, complètement. En février, en fait, il y avait un mois où, en fait, c'était une campagne qui avait été faite par Max Havelaar Suisse,
où justement ils essayaient de faire un espèce d'un peu de concours de celui qui allait avoir un comportement de consommateur le plus fair trade avec des idées de recettes, etc. Enfin bon, donc c'était un peu ludique, mais ça faisait partie de ça. En fait, là, dans ce que tu dis, tu soulèves en fait plein de points qui sont hyper importants. Moi, je ne sais pas si c'est seulement depuis le Covid, et je crois qu'en général, je ne sais pas si c'est depuis l'ère industrielle, etc., mais où, en effet, je pense que la part de ce qu'on consomme pour l'alimentation s'est énormément réduite. Et donc, du coup, évidemment, c'est problématique parce que ça veut dire que c'est ça qui permet aussi la course aux prix les plus bas, notamment dans le secteur de la banane. Et c'est ça qui met énormément de pression sur les producteurs et qui fait notamment que parfois, ils vont pas pouvoir non seulement survivre, mais du point de vue de ce qui peut être de l'intérêt de nous, consommateurs et citoyens, ils vont pas non plus pouvoir avoir des pratiques agricoles durables, quoi. Enfin, je veux dire, la déforestation dans le secteur du cacao, c'est typiquement parce qu'en fait, ils n'ont pas d'autre choix que de faire de la déforestation pour permettre d'avoir des rendements plus productifs et de pouvoir avoir des revenus qui leur permettent de survivre. Donc du coup, voilà, c'est vraiment hyper important d'avoir conscience, en fait, qu'il ne suffit pas de manifester contre le climat et le changement climatique, etc. En tant que consommateur, en tant que citoyen, on a vraiment un rôle à jouer. Peut-être l'autre chose aussi sur l'inflation. Bon, d'abord, je pense que vraiment l'idée de faire trade, c'est certainement pas d'être un truc de niche bobo qu'on trouve que dans certains endroits et qui coûte une blinde. L'idée, c'est quand même vraiment de proposer des produits qui soient accessibles. Nous, on n'a pas de levier par rapport au prix final du produit, en fait. La seule chose qu'on fixe, c'est ce prix minimum fair trade qui, en fait, va être payé par le premier acheteur à nos producteurs. Mais donc après, si les entreprises se font une grosse marge ou etc., je voudrais vraiment pas du tout donner de leçons aux consommateurs parce que je sais qu'il y a aussi beaucoup de précarité en Belgique, en Europe, et que c'est pas du tout si facile d'utiliser son pouvoir d'achat à sa guise. Mais juste d'avoir une petite pensée pour les producteurs qui, en fait, eux aussi sont vraiment victimes de l'inflation en ce moment parce que tous leurs coûts de production augmentent. Ils sont victimes en premier lieu du changement climatique. Et donc, du coup, à Fairtrade, on met encore plus en œuvre plusieurs choses en ce moment pour les aider à à pas être frappés trop fort, notamment tout ce qui est diversification des revenus. Donc, les inciter à produire d'autres cultures qui vont leur donner un revenu d'appoint. Et puis tout ce qui est valeur ajoutée en fait. Et alors moi, ce que j'ai trouvé hyper intéressant, la semaine dernière, j'étais au Sri Lanka et j'ai rencontré des producteurs de noix de coco qui ont réussi à avoir une usine de transformation de leurs produits, y compris de packaging, et qui arrivent même maintenant à vendre dans les supermarchés au Sri Lanka. En direct. Ouais. Et en fait, ça, ce que ça veut dire qu'ils ont beaucoup plus de contrôle sur le prix, beaucoup plus que des cacaoculteurs qui vendraient des fèves brutes et qui, du coup, ont très peu de contrôle, en fait, sur la valeur ajoutée, sur le prix final. Et donc là, en fait, plusieurs modèles peuvent coexister ensemble. Hein. Je ne suis pas en train de dire que maintenant, on va juste faire du sud-sud, c'est-à-dire que nos producteurs vendraient des produits finis dans leur pays. Plusieurs modèles peuvent coexister, mais ce que j'ai trouvé chouette, c'est que oui, ça veut dire qu'eux ont quand même plus de contrôle. Et on est quand même, enfin, d'un point de vue décolonisation, etc., on est quand même dans une relation, du coup, très différente, je trouve. Voilà. Ils ne dépendent pas entièrement de notre bien vouloir de consommer correctement. Et alors, ce que j'avais trouvé d'autre intéressant, c'est qu'en fait, j'avais demandé pourquoi est-ce que les consommateurs sri-lankais, qu'est-ce qui les intéressait, parce qu'ils avaient commencé en novembre et ça fonctionne déjà pas mal. En fait, ils disaient pourquoi est-ce que les consommateurs sri-lankais seraient moins intéressés par les questions de traçabilité, de transparence que nous, et voilà, bien évidemment. C'est des questions importantes pour tout le monde, quoi. Tout à fait, tout à fait. Tu parles beaucoup du coup de production alimentaire, donc de la filière cacao, café, banane. Tu as parlé des fleurs aussi. Mais quelque chose, je pense, dont Fairtrade s'occupe également, c'est tout ce qui est coton et à finalité donc pour le textile. C'est
C'est quelque chose pour lequel je milite aussi pour une mode plus juste et plus durable. Est-ce que tu pourrais nous dire déjà sur quelle filière, parce que j'ai sûrement oublié plein de choses, Fairtrade travaille, et est-ce qu'il y a des pratiques, est-ce que c'est différent de travailler sur le coton que sur le cacao par exemple? Il y a sûrement des enjeux différents. Est-ce que ça, vous les voyez également? Maintenant, c'est un peu la filière sur laquelle qu'on commence à explorer de plus en plus. Donc, on est aussi en train de se structurer là-dessus, notamment sur le plaidoyer. Le coton, le gros sujet, en fait, pratiquement comme toutes les filières, c'est vraiment le changement climatique parce que le coton a besoin de beaucoup d'eau. Et avec la sécheresse, ça rend les choses extrêmement compliquées. L'autre enjeu, c'est que c'est une culture qui est très polluante. Alors, il y a aussi une grande... c'est un secteur assez féminin et où il y a encore énormément de pauvreté. Alors, ça, c'est sur le coton. Sur le textile, donc on a aussi des standards spécifiques pour le textile. En fait, on a des standards spécifiques pour chaque produit. En plus de nos standards... Enfin, voilà. Pour chaque produit, on a des standards. Pour le textile, l'enjeu principal, c'est vraiment le fait que les salaires sont extrêmement faibles et les conditions de travail restent très compliquées. Il y a eu l'effondrement du Rana Plaza au Bangladesh il y a 10 ans, mais c'est pas que les choses ont drastiquement changé. Il y avait cette semaine un événement au Parlement européen là-dessus, en fait, c'était intéressant. C'était en même temps qu'un vote au Parlement européen sur le devoir de vigilance qui, en fait, peut vraiment contribuer à améliorer les choses. Et il y avait notamment le témoignage d'une travailleuse dans le secteur textile au Népal qui disait qu'en fait, elle bossait de l'aube jusqu'à minuit et qu'elle pouvait sentir les vapeurs de produits toxiques qui émanaient des vêtements qu'elle cousait. Et qu'elle disait, j'espère vraiment que les consommateurs un jour vont penser à toutes les souffrances que j'ai endurées pour produire ces vêtements, quoi. Ce qui, quand on y pense, c'est quand même hallucinant. Enfin, c'est des vêtements, quoi. C'est des vêtements, c'est ça, c'est pas de la nourriture, quoi. C'est des vêtements et il y a tellement de souffrance. J'avais entendu un autre témoignage où en fait, le pire, ça a été pendant le Covid où en fait, il y a eu énormément ce qu'on appelle des pratiques commerciales injustes. Et il y en a eu énormément pendant le Covid, c'est-à-dire des annulations de commandes à la dernière minute, des retards, des délais de paiement. Et ça a vraiment encore plus accentué les violations de droits humains dans le secteur. Et notamment, j'avais vu une étude au Cambodge où 20% des travailleurs dans le textile sur lesquels il y avait une enquête avaient dit qu'ils avaient eu des épisodes où ils avaient faim, où ils ne pouvaient pas se nourrir. Et des travailleurs, hein, je ne parle pas de gens, voilà, je parle de travailleurs qui travaillaient à bien plus que plein temps et qui avaient faim pendant cette période parce qu'il y avait eu des annulations de commandes, etc. Parce qu'il est quand même... on parle vraiment de violation des droits humains les plus fondamentaux pour fabriquer des fringues. Et donc, un truc que je voudrais juste dire, vraiment, si tous les auditeurs pouvaient signer, il y a en ce moment une pétition. Une pétition. En fait, c'est une initiative citoyenne européenne. Donc, c'est beaucoup plus qu'une pétition parce que c'est un système vraiment officiel de l'Union européenne où si on arrive à rassembler 1 million de signatures, je crois, de 7 États membres différents, la Commission européenne est obligée d'envisager de légiférer sur le sujet, sur le sujet en cause. Elle n'est pas obligée de légiférer, mais elle est obligée de l'envisager. Et donc, cette initiative citoyenne européenne qui s'appelle Good Clothes Fair Pay demande à l'Union européenne d'envisager une législation qui forcerait les entreprises via le devoir de vigilance dans leur chaîne de valeur, à payer des revenus vitaux, des salaires vitaux aux travailleurs dans le domaine du textile, quoi. Et donc ça, c'est vraiment un moyen hyper concret de solutionner ce genre de problème, quoi. Donc voilà, ça, c'est vraiment une chose très facile à faire pour les auditeurs qui sont citoyens européens. Tout à fait, oui. Vous pouvez la retrouver sur goodclothesfairpay.eu et la signer tout simplement. Ça fait déjà une demi-heure qu'on discute. Du coup, j'ai une dernière question pour toi, Sophie. Tu parles beaucoup de devoir de vigilance. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu pourrais définir? Alors, le devoir de vigilance, en fait, un peu comme son nom l'indique, c'est l'idée de faire attention aux violations des droits humains
et à l'impact environnemental et d'identifier les solutions et de mettre fin aux risques, quoi. Alors à Fairtrade, on a publié ce qu'on appelle une Fairtrade Risks Map, où en gros, c'est vraiment une carte où on donne des informations pays par pays et produit par produit des risques possibles en termes de violation de droits humains et d'atteinte à l'environnement, parce que vraiment, ça va complètement changer. Enfin, je parlais du secteur du cacao tout à l'heure. Voilà, là, oui, il y a un gros risque de déforestation. Il y a des secteurs où il va y avoir un risque de travail des enfants, etc. Donc, d'un pays à l'autre et d'une chaîne de valeur à l'autre, ça va vachement changer. Et ce qu'on demande principalement, c'est vraiment que via cette directive sur le devoir de vigilance, les entreprises soient obligées, encore une fois, de payer un revenu vital, parce qu'en fait, on sait que tant que les gens n'ont pas accès à un revenu vital, tant qu'il n'y a pas de durabilité sociale, il ne peut pas y avoir non plus de respect de droits humains et de durabilité environnementale. Donc le cœur pour nous du sujet sur le devoir de vigilance, c'est vraiment ces questions de revenu vital et aussi d'avoir des pratiques d'achat responsables et de parler à ses fournisseurs En fait, c'est la base du commerce équitable, c'est que les entreprises et les consommateurs et les producteurs soient beaucoup plus en contact, beaucoup plus connectés pour vraiment, encore une fois, permettre beaucoup plus de durabilité dans tous les sens du terme. Ben justement, je me permets de rebondir là-dessus parce que une des grosses problématiques lors de l'effondrement du Rana Plaza, c'est que pendant quelques heures, quelques jours, les entreprises se sont demandé si elles fabriquaient là-bas. Les grosses marques de fast fashion se sont demandées si elles fabriquaient là-bas parce qu'elles n'en avaient aucune idée. Donc, on a retrouvé des étiquettes Mango, Primark, Levi's, je pense. Et il y a plein d'entreprises qui n'avaient aucune idée qu'elles fabriquaient là-bas. Je trouve ça absolument effarant. Non, c'est hallucinant. Et pour moi, c'est ça tout l'intérêt en fait du commerce équitable. C'est vraiment En fait, moi, je serais une entreprise, je serais ravie que quelqu'un puisse me mettre en contact avec mes producteurs, mais vraiment à l'autre bout de la chaîne, que je sache exactement ce qui se passe. Et c'est ça que fait Fairtrade. J'ai un collègue l'autre jour qui avait parlé de Fairtrade en disant on est des spéléologues de la mondialisation. Et en fait, j'ai trouvé cette expression géniale parce que c'est exactement ça, en fait. C'est faire ce lien, donner ces informations, cette traçabilité pour que les entreprises, les consommateurs sachent exactement d'où viennent leurs produits, que ce soit du textile ou de l'alimentation. Eh bien, c'est une bien belle, noble cause, en tout cas. Merci beaucoup, Sophie, d'être venue sur le podcast et à bientôt. À bientôt, merci beaucoup. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner au podcast. Si vous voulez réagir à nos propos, la section commentaires est faite pour cela. Ou alors, vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo @goodmorninglo. On se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode d'Épicéa et d'ici là, prenez soin de vous.